Comment la Guinée finance-t-elle ses services de santé? Quels sont les obstacles qui empêchent un accès équitable aux soins? Et quelles solutions peuvent être envisagées? Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet du financement du système de santé en Guinée. Comment la Guinée finance-t-elle ses services de santé? Quels sont les obstacles qui empêchent un accès équitable aux soins? Et quelles solutions peuvent être envisagées? Pour réaliser cette vidéo, nous nous sommes basés sur un document officiel du ministère de la Santé guinéen, publié en août 2021 à l'occasion des États généraux de la santé. Je vais vous expliquer tout cela de manière simple, claire, pour que tout le monde puisse comprendre. Avant de commencer, une petite précision. La santé est un droit fondamental. Mais pour qu'elle soit accessible à tous, il faut des ressources financières bien gérées. En Guinée, le gouvernement s'est engagé à atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Un objectif ambitieux qui vise à garantir des soins de qualité accessibles géographiquement et financièrement, surtout pour les plus vulnérables. Mais où en est-on vraiment? Allons voir ça de plus près. Pour comprendre le système de santé guinéen, il faut d'abord savoir comment il est financé. En 2019, selon les comptes nationaux de santé, les ménages constituent la principale source de financement, couvrant 56,6% des dépenses totales. Autrement dit, plus de la moitié des coûts des soins, savoir la consultation, les médicaments, les examens, sont payés directement par les citoyens, souvent de leur poche. Ensuite, l'État contribue à hauteur de 24,6%, principalement à travers le budget national qui finance les salaires du personnel, les équipements et les infrastructures. Par ailleurs, les partenaires techniques et financiers, les PTF, apportent 15% des fonds, souvent via les projets ciblés tels que la lutte contre le paludisme ou la tuberculose. Enfin, les entreprises, les ONG et les collectivités locales jouent un rôle moindre avec respectivement 3,8% et une contribution marginale limitée à quelques projets locaux. Cependant, ces chiffres révèlent une réalité préoccupante. En 2019, les dépenses de santé par habitant s'élevaient à environ $44 par an, soit 132 000 francs guinéens, un montant en légère progression depuis 2015, mais encore loin de l'objectif de $54 fixé pour 2020. Comparé à d'autres pays, ce niveau de financement reste très faible, ce qui limite la capacité du système à offrir des soins de qualité. De plus, la part du PIB consacrée à la santé a chuté, passant de 6,34% en 2015 à 4,27% en 2019, plaçant la Guinée parmi les pays de la sous-région qui investissent le moins dans ce secteur. Cette situation pose des défis majeurs pour l'accès équitable aux soins que nous allons maintenant analyser. Le financement de la santé en Guinée fait face à plusieurs entraves qui compromettent l'objectif de couverture sanitaire universelle. Voici les principaux obstacles. Le premier obstacle est la forte dépendance au paiement direct.
qui représente 56,6% des dépenses de santé. En pratique, cela signifie que les citoyens doivent souvent payer de leur poche pour consulter un médecin, acheter des médicaments ou passer des examens. Cette situation crée plusieurs problèmes. D'abord, elle exclut les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'accéder aux soins, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'équité. Ensuite, elle expose les ménages à des dépenses catastrophiques. Une maladie grave peut ruiner une famille en raison des coûts imprévisibles et élevés. Enfin, elle reflète l'absence de mécanismes assurantiels solides. En effet, les systèmes d'assurance maladie, comme les mutuelles ou l'assurance obligatoire, ne couvrent que 2% des dépenses de santé. Un taux extrêmement faible, particulièrement en milieu rural, où ces dispositifs sont peu développés, voire inexistants. Résultat, seulement 26% de la population utilise les services de santé. Un chiffre alarmant face aux besoins réels, notamment pour les soins maternels, infantiles ou les maladies infectieuses. Bien que le budget alloué à la santé ait progressé, passant de 3,88 du budget national en 2015 à 10,2 en 2020, il reste en deçà des 15% recommandés par les engagements d'Abuja. De plus, l'exécution budgétaire est problématique. Entre 2015 et 2020, les taux de décaissement, autrement l'argent réellement versé, ont fluctué entre 46% et 88%. En 2020, par exemple, seulement 46% du budget prévu pour la santé a été utilisé, souvent à cause de contraintes administratives ou des priorités concurrentes. Par ailleurs, environ 74% du budget santé est consacré au fonctionnement, autrement les salaires, les achats de biens, tandis que seulement 26% vont aux investissements, comme la construction ou la rénovation des centres de santé. Ce déséquilibre limite la capacité de l'État à réduire les coûts pour les usagers, renforçant ainsi la dépendance au paiement direct. Un autre défi est la fragmentation des sources de financement. Les fonds proviennent de l'État, des ménages, des partenaires et des entreprises. Mais il manque une coordination efficace. Par exemple, des mécanismes comme la Caisse nationale de sécurité sociale ou l'Institut national d'assurance maladie obligatoire fonctionnent de manière isolée, ce qui crée des doublons et des inefficacités. De plus, le ministère de la Santé peine à aligner les objectifs des partenaires techniques et financiers avec les priorités nationales. Enfin, les tarifs des soins dans le secteur public, censés être abordables, sont souvent obsolètes ou mal appliqués, avec des pratiques de surfacturation, notamment à Conakry, où la concurrence entraîne une grande variabilité des prix. Enfin, la gestion des fonds manque de transparence. Il n'existe pas de système comptable clair pour retracer l'utilisation des ressources. Les rapports standardisés sont rares et les audits, qu'ils soient internes ou externes, sont peu fréquents. Ces lacunes favorisent les inefficacités et, dans certains cas, la corruption, ce qui rend difficile de garantir que les fonds sont utilisés pour améliorer l'accès aux soins. Face à ces défis, des solutions concrètes peuvent être envisagées pour rendre le système de santé plus équitable et efficace. Pour réduire la dépendance au paiement direct, l'État doit augmenter sa contribution au budget santé en se rapprochant des 15% d'Abuja. Cela permettrait de subventionner les soins pour les plus vulnérables, comme les femmes enceintes et les enfants. Parallèlement, il faut améliorer l'exécution budgétaire pour que les fonds promis soient effectivement utilisés, en réduisant
bien sûr, les contraintes administratives. Promouvoir les assurances santé comme les mutuelles ou l'assurance obligatoire est essentiel pour mutualiser les risques et protéger les ménages contre les dépenses catastrophiques. Cela passe par une sensibilisation, notamment en milieu rural, où la pénétration de ces dispositifs reste faible, voire inexistante. Une meilleure coordination entre les acteurs, notamment l'État, les partenaires, les collectivités, est importante. La création d'une plateforme commune permettrait d'aligner les efforts sur les priorités nationales. Par ailleurs, il faut mettre à jour les tarifs des soins pour qu'ils soient abordables et cohérents, tout en instaurant des contrôles stricts pour éviter la surfacturation. Un système de tarification forfaitaire pourrait également garantir plus d'équité. Enfin, la mise en place d'un système comptable clair, d'audit régulier et de rapports standardisés renforcerait la transparence. Adopter un financement basé sur les résultats où les fonds sont alloués en fonction des performances des centres de santé pourrait également améliorer l'efficacité. En tant que sociologue, je tiens à souligner que la santé dépasse le cadre médical. Elle est profondément sociale. Un système qui repose majoritairement sur les paiements directs creuse les inégalités, exclut les plus pauvres et fragilise la cohésion sociale. À l'inverse, un système de santé équitable, bien financé et transparent peut améliorer la qualité de vie, réduire la pauvreté et permettre à chacun de contribuer au développement du pays. Atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 est un objectif ambitieux, mais réalisable avec du leadership et une volonté politique forte.